Merci à tous d'être présents. Bienvenue dans cette 37e édition des Freelance Meetup qui va parler d'un sujet qui a intéressé beaucoup de monde visiblement parce qu'on a beaucoup d'inscrits aujourd'hui. Donc le sujet, c'est les statuts juridiques des indépendants et plus précisément les différences entre ces statuts. J'ai créé ce webinaire parce que j'ai vu passer beaucoup de questions sur le Slack de la communauté Crème de la Crème à ce sujet ces derniers temps. Et donc pour décoder tout ça, j'ai invité deux experts des sujets admin, Laurent Laforgue et Florian Charpentier. Bonjour à vous deux et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Salut Clément, bonjour à tous. Du coup, on va commencer avec la présentation du programme, avec la présentation des intervenants. Je commence par toi, Florian. Donc, Florian Charpentier qui se définit comme un décodeur de micro-entreprise. Donc, qui vulgarise les arcanes de la micro-entreprise dans l'administratif, la fiscalité, la TVA, la CFE, plus sympa à comprendre. Et a priori, il y a du boulot. Il tient également un média d'actualité sur la micro-entreprise qui s'appelle la Micro by Flow. Et je suis ravi d'avoir Florian avec nous aujourd'hui parce qu'il fait partie de la communauté Crème de la Crème. Je le vois souvent aider les freelances plus ou moins en détresse sur le Slack, sur la partie administrative. Et du coup, ravi que tu puisses nous aider de vive voix cette fois-ci, Florian. Avec plaisir partagé. J'espère que j'ai bien tout dit. Si tu veux rajouter quelque chose sur la présentation, c'est maintenant. Présentation parfaite. Et c'est vrai que j'interviens deux fois dans mon channel favori administratif de Crème de la Crème. Donc voilà, bonjour à tous en tout cas et merci pour l'invitation. Du coup, notre deuxième intervenant, Laurent Laforgue, responsable des partenariats chez Number et co-auteur du livre Pro en freelance chez Vuibert. Il conseille les freelances qui se lancent dans le choix de leur forme juridique au sein du cabinet d'expertise comptable Number. Du coup, je suis aussi ravi d'avoir Laurent avec nous, car Number, c'est un des premiers partenaires de Crème de la Crème. Et on a eu maintes fois l'occasion de monter des opérations ensemble. Donc, je suis ravi de t'avoir avec nous, Laurent, et j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises et que j'ai été sur cette présentation. Non, très bien, plaisir partagé Clément, et j'espère qu'on pourra aider tout le monde. Là, ça fait pas mal de participants, je vois le nombre grimper minute après minute, on est à 123. Je vois pas du tout, je vois pas où est le nombre, ça a changé le… Ah oui, c'est à côté de questions. Ouais, c'est bon, je l'ai. Et donc, enfin, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même aussi me présenter rapidement. Je suis Clément Leroux, je suis freelance comme beaucoup d'entre vous. Mais surtout, je vous parle aujourd'hui en tant que responsable de la communauté de Crème de la Crème. Et donc, la Crème de la Crème, c'est la première communauté sélective de freelance en France. Et, nous connectons les grandes entreprises avec une communauté de freelance certifiée. Donc, je vois que, en tout cas, l'onglet de chat avec tous les petits messages que je n'ai pas forcément trop eu le temps de lire est bien maîtrisé. Vous verrez en bas, à côté de l'onglet de chat, vous avez un petit bouton questions. Je vous invite à poser vos questions dessus. Comme vous voyez, quand il y a du monde qui parle sur le chat, les questions, après, le flow peut être un peu perdu. Donc, je vous invite à poser vos questions plutôt sur l'onglet questions. Et on essaiera de les prendre au fur et à mesure ou on prendra celles qui n'ont pas été répondues au fur et à mesure à la fin, en espérant qu'on ne soit pas trop en retard. Ça ne nous arrive jamais d'être en retard, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous pouvez aussi voter pour les questions, donc pour éviter qu'il y ait des questions qui soient dites plusieurs fois. Si jamais elles vous intéressent vraiment, votez pour une question. Et du coup, on prendra en priorité, s'il y en a vraiment beaucoup, celle avec le plus de votes. Un concept un peu particulier aussi, je vous parle rapidement du concept, je parle beaucoup donc je vais y aller rapidement. On va aborder, en gros, en fait, ça ne sera pas une présentation un peu classique avec des slides aujourd'hui. C'est un format un peu plus particulier qui va être très sympa, j'en suis sûr, et qui me tarde de voir. J'espère que ça vous plaît. On va apporter 6 sujets donc qui posent des questions. Ces sujets, je vous l'ai dit maintenant, ça va être les frais, le niveau de chiffre d'affaires, la protection sociale, les collaborations, les obligations administratives et l'imposition fiscale. Donc, Laurent et Florian vous donneront les particularités de chacun de ces statuts pour chacun de ces sujets.
Et donc voilà, comme d'habitude, je parle beaucoup trop, donc je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous êtes prêts, Florian et Laurent? On va pouvoir, si vous l'êtes, on va pouvoir commencer avec le premier sujet, qui sont les frais. Et donc, on s'était noté que voilà, il y a, par exemple, comme question qu'on voit souvent, c'est quelles sont les particularités des statuts par rapport aux frais. En gros, micro, on ne peut pas déduire les frais, société, on peut déduire les frais. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ensuite, quels frais sont déductibles et dans quelles limites? Souvent les questions qu'on voit. Et puis, dans ce cas, on entend souvent que les frais sont déductibles pour les sociétés, pas pour la micro-entreprise. Donc, quel est l'intérêt de l'un par rapport à l'autre? Peut-être même se poser la question des coûts. Voilà, je mets tout ça là et je vous laisse échanger à ce sujet. Je vais peut-être commencer pour la micro-entreprise, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire pour les autres formes de société. En micro-entreprise, bon, tu l'as dit, il n'y a pas droit de déduire de frais, en fait. On ne peut pas déduire de frais en micro-entreprise, donc ça, c'est un peu dommage. Mais l'administration a quand même laissé un petit cadeau pour les micro-entrepreneurs, donc qui ont le régime fiscal de la micro-entreprise. C'est ce qu'on appelle l'abattement forfaitaire. Donc, en fonction de la catégorie d'activité que vous exercez, c'est-à-dire une activité commerciale, artisanale ou une activité libérale, en fait, il va y avoir un abattement qui va être appliqué, donc une diminution en fait de votre chiffre d'affaires pour calculer votre revenu, qui est l'abattement de 71% pour les activités commerciales, 50% pour les activités prestation de services artisanales commerciales BIC et de 34% pour une activité libérale. Je prends un exemple. Je suis développeur et je fais 1 000 € de chiffre d'affaires. Eh bien, les impôts, la CAF, Pôle emploi va prendre en compte en fait que j'ai fait que 500 € de revenus. Donc, c'est vraiment cet abattement, il a été calculé en fonction des catégories d'activité pour dire, OK, vous ne pouvez pas déduire de frais, mais vous avez des frais, vous avez vos cotisations sociales, vous avez des coûts de fonctionnement. Donc, on va appliquer un pourcentage fixe concernant votre chiffre d'affaires pour calculer vos revenus. Voilà en gros pour la micro-entreprise. Alors, sur la partie société, les frais vont vraiment être un des enjeux pour optimiser le statut. Alors, je vais vous partager, là, je suis en cours, une slide explicative pour vous montrer voilà, quelles incidences sur cette question-là. Donc, en gros, je vous partage ici, hop, si ça avait bien fonctionné, je crois que c'est bon, une organisation comptable d'une société. Donc, on part du chiffre d'affaires. Après, on a différentes choses à déduire du chiffre d'affaires pour arriver sur un résultat imposable. Et derrière, le bénéfice net après impôt, on va pouvoir se le récupérer en dividende. Ça, on le verra sur d'autres questions. Là, on va se positionner plus particulièrement sur la question des frais. Donc, on le voit ici, les frais vont être déductibles du chiffre d'affaires. Donc, pour vous, en société, ça va être important de pouvoir déduire le maximum de frais pour pouvoir baisser le résultat imposable et donc, in fine, baisser l'impôt que vous aurez à payer. Ça, c'est un des premiers impacts. Ensuite, entre en jeu des frais, c'est la possibilité pour vous de récupérer de l'argent de votre société sans que ce soit considéré comme de la rémunération et donc sans que ça soit soumis à de l'impôt sur le revenu ou des cotisations sociales à payer. Donc, pour vous donner quelques exemples de frais, vraiment, il y en a de tout type et ça va dépendre de votre activité. On ne peut pas faire une liste exhaustive de frais. Par exemple, voilà, le développeur informatique va pouvoir acheter des ordinateurs, du matériel, alors que, je sais pas moi, le freelance qui va travailler dans l'événementiel aura d'autres types de frais qu'il pourra déduire et ce sera lié à la nature de son activité. Par contre, il y a des frais qu'on appelle mixtes qui sont à la fois pro et à la fois perso, qui sont un peu communs à tout type d'activité et qui vont vous permettre voilà, de gagner, de récupérer de l'argent sur votre société sans passer par la case rémunération. Donc, pour vous donner quelques exemples de frais, on va avoir tout ce qui est frais de transport. Donc, ça va être potentiellement le pass Navigo. Si vous utilisez votre véhicule personnel pour des trajets professionnels, ça va être les remboursements sous forme d'indemnité kilométrique. Après, vous avez également les remboursements liés à l'utilisation professionnelle de votre domicile personnel, si vous avez domicilié votre société chez vous. Donc, dans ce cadre précis, la société va pouvoir vous rembourser un loyer. Vous allez pouvoir également vous faire rembourser les frais d'Internet, de téléphone fixe,
les différentes charges. Après, dans ces charges mixtes, on va également retrouver les frais de déjeuner du midi quand vous êtes en mission, les cadeaux clients, quoi d'autre. Voilà. Il y en a tellement on pourrait durer 1 heure et faire un webinaire dédié sur cette question-là. Mais si on doit comparer à ce que vient de dire Florian, en société, on a plus la possibilité de jouer sur ces frais et donc d'avoir un impact réel sur le résultat imposable. Et donc, pour savoir si on est dans notre match entre micro et société, pour savoir si c'est plus intéressant micro ou c'est plus intéressant société, seulement sur la partie de frais, il va falloir avoir en tête le volume de frais que votre société va pouvoir dégager et comparer ça avec l'abattement de la micro-entreprise. Sachant que peut-être petite précision, Florian, sur l'abattement, moi j'aime présenter la chose en faisant la différence sur 2 points. Donc, sur les activités de prestation de services B2B, l'abattement va être de 34%. Donc, généralement, voilà, c'est cet abattement-là qui est appliqué sur les activités de conseil à l'entreprise. Et donc, dans cet abattement, vous avez un pourcentage des 34% qui est lié à la neutralisation des cotisations sociales que vous avez à payer. Donc, généralement, le taux de cotisation, il est de 22% du chiffre d'affaires. Donc, on peut considérer que 22% de ces 34% d'abattement viennent neutraliser, en fait, l'impact des charges sociales que vous payez. Et donc, ce qui reste, les 12%, correspond réellement au montant de frais, en fait, que vous pouvez déduire. Donc, pour avoir le bon élément de comparaison, prenez plutôt les 12% de frais et comparez-les au volume de frais au réel que vous pourriez déduire. Je ne sais pas si Florian, tu es d'accord avec ça? Ah, je suis tout à fait d'accord. Et j'entendais souvent le côté en disant, il faut prendre en charge. Alors, au début, c'était comme ça. On disait, tiens, il faut prendre en charge notre abattement. C'est-à-dire que si on a un abattement, par exemple, de 34%, si l'ensemble de nos charges sont supérieures à cet abattement de 34 ou 50, 71%, peut-être la micro-entreprise, ce n'est pas forcément le meilleur régime. Et c'est bien que tu aies pu préciser que dans ces 34 ou 50, etc., il y a donc les cotisations sociales, les 22% qu'on paye. Donc, du coup, il reste peu de marge pour les frais de fonctionnement, c'est-à-dire, comme tu dis, local, les logiciels, etc. Et juste, je fais une petite précision. Je vois les gens qui posent la question, développeur informatique, c'est bien une activité libérale. Donc, du coup, on est à 34% d'abattement. Hein. Donc, ouais, il faut vraiment vérifier, il faut vraiment calculer l'ensemble de nos coûts pour vérifier qu'est-ce qui va valoir le coût entre la société, les sociétés ou la micro-entreprise, quoi. On voit dans les questions à côté aussi, il y a Nicolas qui dit est-ce qu'il existe des simulateurs pour voir ce qui est plus adapté dans notre cas? Alors, nous, on propose des rendez-vous où on peut faire ces simulations en direct. On a un fichier comparatif et avec des éléments très simples. On va essayer d'anticiper le niveau de frais, même si on vous aide à ça en rendez-vous en vous donnant à peu près, grosso modo, un volume de frais qu'on voit régulièrement sur les activités de freelance. Mais voilà, si vous pouvez être précis sur le volume de frais, la simulation sera d'autant plus précise. Il y a Robin qui nous dit aussi, étant donné les avantages non négligeables des charges de l'AME, n'est-il pas intéressant d'utiliser l'année autorisée de dépassement avant de passer sur société? Il y a pas mal de monde qui est intéressé par cette question. En fonction. Alors, là, on parle de 2 choses. On parle de est-ce qu'on doit rester ou non sur le régime de la micro-entreprise, donc avec le dépassement, ou cette question de charge. Je pense que c'est vraiment 2 choses différentes. Il y a la fonction en disant combien vous allez avoir de charges. Si vous arrivez à estimer ce que vous avez comme charge, etc., vérifier avec l'abattement, ça vaut le coup, ou alors avec l'addition de frais, si vous avez un local, si vous avez, je ne sais pas moi, une voiture professionnelle, etc. et tout. Et après, il y a la question du est-ce que je reste en micro encore une année en fonction de mon chiffre d'affaires? Mais ça, on va y venir juste après, j'imagine, sur les plafonds. Eh c'est justement une très belle transition. Je pense qu'on peut passer, si on veut avoir tous les sujets et pas rester ici jusqu'à 15 heures, je propose de passer sur les niveaux de chiffre d'affaires et d'aborder le sujet des plafonds. Il y a eu pas mal de questions. Je vois, il y a eu Thibaut qui dit
quelles sont les démarches une fois qu'on a dépassé le plafond d'auto-entrepreneur. J'ai vu qu'il y a eu plein de votes sur cette question. Il y a Louise aussi qui dépasse ses plafonds. Est-ce possible de rester en EI et déclarer la TVA durant l'année, passer un URL l'année prochaine? Sandrine, qui après avoir dépassé le statut MI, a-t-on intérêt à passer en EI ou faut-il changer de statut? Bon, bref, il y a pas mal de choses. On peut parler aussi de prorata. Je sais que Florian, tu voulais parler de ça à un moment. Oui. Voilà, je vous laisse la parole sur ces sujets-là. Ok. Alors, concernant les plafonds de la micro-entreprise, les plafonds sont assez fixes, c'est-à-dire que la micro-entreprise, vous êtes autorisé à aller jusqu'à 176 200 € pour les activités d'achat-vente de marchandises et vous avez 72 600 € pour tous les autres types d'activités, prestations de services BIC et BNC, donc activités libérales. Et vous avez le droit en fait de dépasser ce plafond. Alors, ce plafond, c'est du chiffre d'affaires hors taxe et du chiffre d'affaires encaissé. Et vous avez le droit de dépasser ce plafond au moins une année sur deux. Ça veut dire que si cette année, vous faites 100 000 € de chiffre d'affaires, vous pourrez rester en micro-entreprise en 2022. Par contre, si pendant 2 années consécutives, vous dépassez ces plafonds, vous devez sortir de vous sortez de toute façon la micro-entreprise. Et normalement, la sortie doit se faire volontairement, c'est-à-dire que c'est à vous de dire je n'ai plus le droit d'être en micro-entreprise, je change de régime directement. Donc ça, après, je pense qu'on va y aborder comment ça se passe, la transition. Concernant le prorata, c'est si vous êtes en année de création d'activité, donc par exemple, si cette année, vous venez de créer votre activité, il y a un prorata qui est calculé, mais qui n'est pas en gros utilisé l'année de création. Je m'explique. Si vous créez en milieu d'année, donc en juin, juillet, je ne sais plus exactement le milieu d'année, 2021, vous avez un prorata qui va se calculer, c'est-à-dire qu'ils vont dire, bon, OK, vous commencez en milieu d'année, mais on va prendre en compte comme si vous avez créé en début d'année. Donc, ils vont étirer votre chiffre d'affaires. Imaginons, vous avez fait 35 000 € de chiffre d'affaires, ils vont l'étirer à 70 000. Ils vont estimer qu'en 2021, vous avez dépassé le plafond. Pas des conséquences sur votre activité. Par contre, si en 2022, vous dépassez les 72 000 et quelques, ils vont dire, OK, pendant 2 ans, on considère que vous avez dépassé les plafonds, donc en 2023, vous devez sortir. C'est pour ça que le conseil que je donne, de ne pas créer votre activité en fin d'année. Il faut vraiment le créer le plus tôt en début d'année d'activité pour éviter ce prorata. Donc voilà, l'impact vraiment de dépassement se fait vraiment au bout de au moins 2 années de dépassement, mais vous pouvez faire 1 année sur 2 de dépassement sans problème. Pour reprendre la main et pour rebondir sur les questions données par Clément, comment se fait la transition? On l'aborder maintenant. Donc, la transition, alors généralement, il vaut mieux, comme disait Florian, en fait, c'est à vous d'être proactif. Et les impôts, si vous restez en micro alors que vous n'êtes plus dans les clous, vous avez dépassé les 2 années de suite le seuil, ils vont vous retrouver quoi qu'il arrive. Donc, ne laissez pas pourrir la situation en vous disant, bon, ils sont pas revenus vers moi, j'ai pas reçu de courrier. C'est vraiment la mauvaise idée, quoi. Donc, si vous savez très bien que vous avez dépassé les 2 années de suite, soyez proactif et commencez les démarches. Donc, première démarche, idéalement, c'est de fermer la micro-entreprise avant le 1er janvier de la 3e année, enfin, suivant les 2 années de dépassement. Je ne sais pas si je suis clair. Voilà, vous avez dépassé année 1, année 2, mais là, essayez de clôturer la micro sur la fin de l'année 2. Pourquoi? Parce que quand vous commencez l'année au 1er janvier de l'année 3, en fait, normalement, vous êtes censé être en entreprise individuelle aux frais réels en BNC si vous faites de la prestation de service. Et donc, les impôts attendent de vous un bilan à déclarer avec un bénéfice à déclarer. Et donc, ça nécessite le calcul d'un bénéfice et ça peut être embêtant parce que vous êtes censé avoir, quand vous êtes aux frais réels, un centre de gestion agréé ou association de gestion agréée. On retrouve les 2 termes. En gros, c'est un tiers, c'est une société tierce qui va vérifier le calcul de votre bénéfice pour être sûr que vous n'avez pas trop déduit de frais et donc pour pas avoir un bénéfice sous-évalué et donc baisser votre impôt. Et donc, si vous n'avez pas anticipé la chose et que vous n'avez pas d'AGA ou de centre de gestion agréé, en fait, les impôts vont partir du principe que vous vous plantez et que vous vous trompez dans votre sens. C'est-à-dire que vous allez maximiser les charges et parfois à tort.
Et donc, pour éviter ce problème-là, il majore automatiquement de 20% votre bénéfice. Donc, c'est moyen, quoi. Déjà, bon, vous n'avez pas fait gaffe, vous avez dépassé sur les 2 années de suite. La 3e année, peut-être que vous vous rendez compte un peu trop tard que vous avez dépassé sur les 2 années précédentes. Au moment où vous vous réveillez, on vous explique qu'il faut faire un bilan, il faut calculer un bénéfice et que c'est trop tard, j'ai pas d'AGA, donc mon bénéfice va être majoré de 20%. Ah, c'est triple peine, quoi. Ça fait un peu mal. Donc, pour éviter ce cercle de l'enfer, anticiper et fermer plutôt sur la fin de la 2e année de dépassement pour créer une société au 1er janvier de l'année qui suit. Alors, pourquoi une société et pas une entreprise individuelle aux frais réels? Parce que souvent, la plupart du temps, après ça nécessite un entretien conseil, hein, mais la plupart du temps, surtout pour des activités de prestation de services, de conseil à l'entreprise, l'entreprise individuelle aux frais réels n'est pas la bonne option parce qu'elle permet pas de grande optimisation. On peut simplement jouer sur ses frais pour baisser son bénéfice imposable, mais on va pas pouvoir jouer sur différents taux d'imposition, sur le taux qu'on peut avoir sur du salaire ou des dividendes, c'est un schéma qu'on va voir tout à l'heure en société. Donc là, vraiment le plus souvent, vous fermez la micro sur la fin de 2e année, puis derrière, vous créez votre EURL ou votre SASU sur le début d'année de la 3e année. Voilà pour la réponse. Je ne sais pas si Florian, tu as des choses à rajouter là-dessus, mais le piège de laisser le fleuve couler, de se rendre un peu compte en retard qu'on n'a pas fait les choses à temps et se prendre la majoration de 20%. C'est dommage. Et ouais, le souci, c'est ça, comme tu dis, il faut vraiment être proactif parce que je prends un exemple, si là, ça fait 2 ans que je dépasse et que normalement en 2022, je devrais changer de régime, mais les impôts, ils vont pas, c'est pas au 1er janvier, ils vont se réveiller, ils vont venir vers moi en disant bon, ça serait bien que vous changiez parce que les impôts vont être au courant au moment de votre déclaration de revenus. Donc, du coup, ça sera mai-juin où vous la faites. Et c'est en septembre où ils vont vraiment la traiter. Et encore, il faut qu'ils reviennent vers vous. Il faut qu'ils soient aussi proactifs de leur côté. Donc, ils peuvent, s'ils reviennent quelques mois ou un an après, en disant ben, ça fait 1 an que vous ne devriez plus être en micro. Et donc là, gros rattrapage. Et je pense que ça fait mal à ce moment-là. Donc, il vaut mieux être proactif et le faire et vérifier chaque année, quoi. Si c'est bon, si on peut continuer en micro ou évoluer en fonction de nos frais, en fonction de notre plafond, etc. Il y a beaucoup de questions qui arrivent. Ça va être difficile de pouvoir toutes les gérer en même temps. J'essaye de les noter au fur et à mesure pour le redispatcher dans les prochains sujets, des prochains thèmes qu'on va aborder. Moi, je sais qu'il y a des questions que je vois souvent passer sur la communauté de crème. Une pour toi, Florian, et il y en aura une pour toi, Laurent aussi. Déjà, peut-être, Florian, je ne sais pas si toi, tu connais des ressources assez bien faites, type un peu de tuto pour ceux qui sont en train soit de dépasser les seuils de TVA, soit de dépasser les seuils de micro. Parce que, alors après, peut-être les seuils de micro, il y a aussi Laurent, tu pourras certainement en parler, mais je le vois très très souvent là, sur la communauté, les seuils de TVA également. Donc, je pense que c'est peut-être intéressant d'en parler dans cette partie-là. Je sais qu'il y a souvent les mêmes questions qui reviennent, ça a l'air assez tricky, et je me demandais s'il n'y avait pas des ressources assez bien faites qui pourraient être. On pourrait partager ici, peut-être, pourquoi pas. Alors, si on parle de la franchise en base de TVA et même pour les plafonds, est-ce qu'il y a des simulateurs officiels pour l'instant quand je dis officiel, c'est vraiment l'administration. Okay. À ma connaissance, il n'y en a pas. À ma connaissance. Et après, moi, je crée pas mal d'outils pour les micro-entrepreneurs, des chatbots ou des simulateurs où on indique la date de création, le chiffre d'affaires, et ils indiquent après derrière, est-ce qu'on doit facturer la TVA? Est-ce que l'année prochaine, on peut continuer à rester en micro ou autre? J'imagine que chez Number, Laurent, tu confirmeras, mais là, ce qui est bien, c'est que là, vous pouvez aussi les contacter et leur dire, voilà, je suis dans exactement telle situation, je fais tel chiffre d'affaires. Et là, pareil, est-ce que je vais avoir la TVA ou autre? Parce que la franchise en base, elle est assez bien sur le papier avec les facturations hors taxes ou autre, mais le dépassement, il y a pas mal de règles. Il y a le dépassement en cours d'année de création, il y a le dépassement pour les autres années, et après, il y a cette période de tolérance. Il y a 2 seuils. Il y a un seuil de franchise, il y a un seuil de tolérance qui se fait. Et du coup, est-ce qu'on prend les factures émises avant, pendant au cours d'un mois?
Donc, c'est pareil, en fait, le dépassement de la franchise, ça s'anticipe. Il faut être proactif. Et si vous ne savez pas comment le gérer, si vous pensez que vous êtes dépassé, il faut aller s'informer soit sur sur les sites officiels, c'est compliqué parce que des fois, les informations sont un peu dispatchées, ou alors auprès d'un expert comptable directement pour voir sa situation. Et Laurent, moi, j'avais une question. Alors, si on peut, on commence à dépasser bien la limite de ce que je m'étais dit pour ces deux parties-là, mais on ira peut-être un peu plus vite. Mais je pense vraiment que c'est important. Je ne sais pas si tu comptes l'aborder un peu plus tard, c'est les types de statuts. Parce qu'il y a pas, c'est pas juste le statut société, il y a plein de types de statuts. Est-ce que toi, comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu arrives à faire le distinguo pour les personnes qui par exemple voudraient. Moi, par exemple, je suis en micro et j'ai vraiment j'ai pas très bien suivi les cours de droit quand j'étais en école de commerce et du coup c'est pas bien. J'ai plus aucun souvenir de des différences entre ces statuts, même si j'ai vaguement quelques idées, mais peut-être que soit tu peux nous le dire rapidement, ou alors soit pareil, voilà. Ouais, je te repartage la slide. En gros, pour bien comprendre sur les formats sociétés, il y a deux grandes familles, le URL SARL et la SASU SAS. Parfois, il peut y avoir des confusions. En fait, le URL et la SARL, c'est la même famille, simplement, ça va être le nombre d'associés qui va faire la différence. En EURL, je suis seul associé, donc je suis tout seul dans ma société. SARL, j'ai plusieurs associés autour de moi, mais je vais être gérant majoritaire de la SARL. Donc, si on est gérant majoritaire de SARL ou gérant de URL, on a le même statut. Et puis, de l'autre côté, on a les SASU SAS. Donc, là aussi, ce qui change entre la SASU et la SAS, c'est simplement le nombre d'associés. SASU, c'est quand on est seul, le U voulant dire unipersonnel. SAS, c'est quand on est plusieurs associés dans la structure. Et alors, moi, j'aime bien aborder la définition du statut. Ouais. Je ne sais pas si tu partageais quelque chose, mais moi, je ne vois pas et je vois que dans les aussi qu'il y a un écran noir. Ok. J'ai vu que ça avait du mal à s'afficher. Je refais mon truc tout en parlant. Je ne suis qu'un homme et j'ai du mal à faire deux choses en même temps, mais je vais essayer. Ouais, alors ce que je disais, c'est que dans la définition des statuts, moi, pour bien comprendre et bien faire la différence, il faut différencier trois choses. L'aspect juridique, ça va être en termes de responsabilité. Où commence et où s'arrête ma responsabilité au sein de mon entreprise? Est-ce que mes biens personnels sont engagés ou pas? Là-dessus, en format société, que ça soit en SASU ou en EURL, c'est la même chose. On est en responsabilité limitée. Donc, les biens perso ne sont pas engagés. Ensuite, autre partie de la définition, ça va être l'aspect fiscal, donc en termes d'imposition. Comment je vais être imposé? Est-ce que j'aurai à payer de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt société? Donc là-dessus, bon, si j'arrive à bien partager mon fichier, hop là. Là-dessus, en société, sur l'aspect fiscal, ça va être la même chose. Je ne sais pas si ça fonctionne là, c'est bon? Je ne sais pas, Clément, tu arrives à voir? C'est en train de charger. C'est bon, on voit quelque chose là. Ok. Merde, hop là. Bon, j'ai du mal sur l'affichage, mais bref, je ne sais pas si ça se voit bien du coup, mais sur l'aspect fiscal, quand on est en société, que ce soit EURL ou SASU, on est sur le même type de fonctionnement. On aura de l'impôt sur le revenu sur sa rémunération, de l'impôt sur le revenu sur ses dividendes, si la société nous verse des dividendes, avec des types d'imposition sur le revenu un peu différentes. Là, sur la rémunération, on a l'imposition de salaire et traitement. Donc, c'est la même fiscalité qu'un salaire de salarié, finalement. Et sur les dividendes, on a une imposition fixe à 12,8%. C'est ce qu'on appelle la flat tax. Donc, ça, on le retrouve, que ce soit en URL ou en SASU. Et la société aura également un type d'imposition sur le résultat qu'elle va dégager. On appelle l'impôt société, qui est un impôt progressif qui fonctionne par tranche avec un premier taux réduit à 15 et un autre à 26,5%. Donc voilà, ça c'est sur l'aspect fiscal et donc comme je viens de vous le dire, pas de différence entre la SASU et le URL. La grosse différence entre les deux statuts, ça va être sur l'aspect social. Donc c'est le troisième point dans la grille de définition à bien avoir en tête.
L'aspect social, pour définir ça, ça va être à quelle caisse je vais être rattaché en fonction de ma forme juridique. Et du coup, quel taux de cotisation sociale va s'appliquer sur ma rémunération. Donc, en EURL et SARL, on est sur un statut de travailleur non salarié. Donc, l'acronyme qu'on peut retrouver, c'est l'acronyme TNS. En tant que TNS, on est affilié à la sécurité sociale des indépendants, comme les micro-entrepreneurs. En gros, c'est la même caisse, même si le niveau de protection va être un peu plus élevé, surtout sur la partie retraite. Et donc là, en tant que TNS à la sécurité sociale des indépendants, on a un taux de cotisation sociale qui va s'appliquer sur la rémunération et sur les dividendes, qui est de 45%. Donc, par exemple, ma société me verse 1 000 € de rémunération, je suis en EURL, elle aura à payer 450 € de charges sociales. Donc, le coût global de ma rémunération, il sera de 1 450 €. Si je me place en SASU, là, j'ai un statut social d'assimilé salarié, ce qui fait que j'ai à peu près la même protection sociale qu'un salarié cadre. Et je vais être à la caisse de retraite Agir Carco, voilà, des cadres. Donc, j'aurai une très, très bonne couverture sociale. Sauf que cette couverture sociale va avoir un coût. Et là, c'est en moyenne 75% de la rémunération nette avant impôt que la société va me verser. Donc, voilà, si la société me verse 1 000 €, elle aura à payer 750 € de charges sociales pour moi. Donc, ça fait un coût global de 1 750 €. Et ici, les cotisations ne s'appliquent que sur la rémunération. Elles ne s'appliquent pas sur les dividendes. Donc, voilà, pour bien avoir le truc en tête, essayez de bien retenir ces 3 axes de définition, juridique, fiscal et social, et garder en tête que sur le choix de la forme juridique, sur l'aspect société, ce qui va jouer, ça va être essentiellement l'aspect social. Dans un cas, je suis à la sécurité sociale des indépendants, ma couverture sociale est pas trop mal et j'ai un taux de couverture qui est de 45%, donc qui est plutôt réduit par rapport à ce qu'on peut retrouver en tant que salarié ou en tant que mandataire social de SASU. Et en SASU, donc je suis assimilé salarié, je suis au régime des cadres et au régime général pour l'aspect couverture santé et l'aspect prévoyance. Donc j'ai une très bonne couverture, mais ça me coûte un peu plus cher. Moi, j'avais une question. Alors, je sais que ça revient souvent, Laurent, et ça, c'est le downside, ça veut dire l'inconvénient de la micro-entreprise. Mais du coup, si on est assimilé salarié, est-ce qu'on cotise pour le chômage ou pas, du coup? Non? Non, c'est pour ça qu'on est assimilé salarié et pas Ok. salarié. C'est qu'en tant qu'assimilé salarié, non, on ne cotise pas pour le chômage. Et donc, l'aspect cotisation chômage, c'est quelque chose, Florian, tu le diras sur la micro aussi, mais c'est quelque chose que l'on n'a pas quand on est chef d'entreprise. Et ce qu'importe le statut. On peut être en micro, en entreprise aux frais réels, en entreprise individuelle aux frais réels, en SARL, en SASU. Aujourd'hui, un chef d'entreprise en France ne cotise pas pour le chômage et a une couverture chômage ultra réduite. Même si c'est un sujet de débat aujourd'hui, ça peut se mettre en place, mais pour l'instant, c'est très, très réduit. Je crois que c'est 800 € sur 6 mois. Et seulement si voilà, vous avez fait faillite. Et donc, c'est vraiment dans des cas très, 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 très réduits, quoi. Okay. On est totalement en train de dépasser sur le prochain sujet. Et juste avant, j'avais Sandrine qui posait 2 fois une question sur l'EI à mettre dans la comparaison que tu as dit, Laurent. Est-ce que tu as quelque chose Laurent, Florian, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce statut? Alors, sur l'EI, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, sur la phase de transition micro vers autre statut. L'EI, ça peut être intéressant pour certaines activités, mais si vous êtes sur une activité de freelance dans le conseil aux entreprises, généralement, sur les multitudes de simulations qu'on a pu faire, en fait, l'EI n'est pas intéressante parce qu'elle ne permet pas d'optimiser comme ce que l'on peut faire quand on est sur un statut société. Voilà, en société, on peut choisir de maximiser la rémunération pour pas avoir de résultats. On peut aussi faire un mix entre rémunération et dividendes et jouer sur des taux d'imposition différents. Et on a toujours la possibilité de jouer sur les frais. Alors qu'en entreprise individuelle, c'est bête et méchant, quoi. On a son chiffre d'affaires, on déduit ses frais, on déduit ses cotisations sociales. À la fin, on a un bénéfice et on est imposé à l'impôt sur le revenu sur ce bénéfice-là et on a ses cotisations sociales à payer sur ce bénéfice-là.
À part les frais, on n'a pas de levier d'action. Alors qu'en société, on va pouvoir jouer sur les frais, sur le montant de rémunération, sur le montant de dividendes et donc jouer sur des fiscalités, des taux de cotisation sociale qui vont être différents. Donc, c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à choisir une société que de rester en entreprise individuelle. Ça va être vraiment sur les activités de conseil aux entreprises. Après, il y a d'autres types d'activités où là, il y a un peu plus de match. Le débat est un peu plus ouvert. Merci Laurent. On a commencé à empiéter sur le sujet protection sociale, chômage, retraite. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions aussi sur le sujet collaboration. Est-ce que vous avez, là, sur le sujet de chômage, retraite, vous avez des petites choses à nous partager, sachant que j'aimerais bien prendre un peu de temps pour parler collaboration après. Ouais, Florent, peut-être sur la micro si tu as… Ouais. Pour la micro-entreprise, alors je vais essayer de ressortir les chiffres que je dois avoir juste ici. Pour les micro-entrepreneurs, il y a 2 caisses de retraite. Donc, dans tous les cas, vous cotisez à la retraite de base et la retraite complémentaire, mais il y a 2 caisses de retraite différentes. Soit la CIPAV, que beaucoup d'activités libérales connaissent, toutes les activités libérales inscrites avant 2018, qu'elles soient réglementées ou non réglementées, c'est-à-dire le conseil, développement, formation, certaines médecines douces, etc., inscrites avant 2018, dépendent de la CIPAV pour la retraite. Et les activités libérales non réglementées, donc conseil, formation, machin chose, inscrites depuis 2018, appartiennent à l'assurance retraite classique, la CARSAT. Du coup, en fait, en micro-entreprise, vous validez des trimestres de retraite en fonction du chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Donc, il faut faire un minimum de chiffre d'affaires à l'année pour valider les 4 trimestres de retraite qu'on peut faire maximum par an, toute activité confondue, salarié, non salarié, tout, vous pouvez valider que 4 trimestres. Et du coup, vous devez faire des chiffres d'affaires moyens. Alors, je peux essayer de les donner très rapidement. Pour 2022, je les ai. Si vous faites une activité de prestation de service BNC, activité libérale, vous devez faire à peu près 9 500 € de chiffre d'affaires à l'année pour faire 4 trimestres. Si vous faites une prestation de service artisanale commerciale, prestation de service BIC, vous faites à peu près, il faut faire 12 500 € de chiffre d'affaires. Et si vous faites une activité d'achat-vente de marchandises, c'est 21 700 €, vraiment en moyenne. Et donc, du coup, ça va vous permettre de valider 4 trimestres de retraite. Mais si vous êtes salarié à côté, vous allez peut-être les valider aussi de ces côtés-là. Donc, il n'y a pas besoin de les valider en micro. L'intérêt de faire du chiffre d'affaires, c'est après augmenter le montant de la retraite que vous allez percevoir. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la retraite. Si vous faites peu de chiffre d'affaires en micro-entreprise, si vous êtes en dessous des montants que je vous ai indiqués, vous risquez à 62 ans, donc l'âge de départ à la retraite pour beaucoup d'entre nous qui ont moins de 45 ans, vous allez percevoir une petite retraite. Vous n'allez pas avoir le taux plein qui est de 50%, vous risquez d'avoir peut-être 40%, voire moins. Je pense que c'est 37,5 le minimum du montant moyen de vos revenus. Donc, si vous avez vraiment fait peu de chiffre d'affaires, pensez quand même une prévoyance, etc. Du coup, pour les sociétés, je te laisse rebondir, Ouais. Laurent. Moi, j'avais juste une petite question. Oui, mais tu as un peu répondu, mais sur la partie retraite complémentaire, donc l'acquisition de points de retraite auprès des différentes caisses. Oui. Vu que tu paies que 22% de charges sociales ou peu de charges sociales, tu ne vas pas beaucoup cotiser de points de retraite complémentaires quand tu es en micro. C'est ça. En fait, la retraite complémentaire, ça marche. C'est une retraite, on appelle ça à points. C'est-à-dire que sur les 22%, ils vont prendre une partie. Alors, j'ai un article où j'explique toute la retraite en micro-entreprise, comment ça marche. Et en fait, ils vont prendre, du coup, si vous êtes en activité libérale, ils vont prendre 4,62% de votre chiffre d'affaires. En gros, c'est une pourcentage des cotisations sociales qui vont partir à la retraite. Donc, ceux qui ont l'ACRE, et bien du coup, vous avez moins de cotisations, c'est top. On se dit, on a moins de cotisations à payer, mais moins de cotisations, c'est moins de retraite. Donc, du coup, ça, il faut le savoir. Et en fait, après, ça marche on cotise des points. Un peu, ça fait un peu comme la loterie. Plus vous faites de chiffre d'affaires, plus vous avez de points. Et à la fin, ils vont comptabiliser le nombre de points. Et les points ont une valeur qui peut être 1,2, etc. Et après, ça vous donne votre montant de retraite qui va s'ajouter à la retraite classique, à la retraite complémentaire. Donc, pareil, j'ai donné des exemples. Je peux peut-être donner le lien de l'article pour vraiment, il y a des exemples, etc., pour pouvoir calculer votre retraite en micro-entreprise. Et après, vous pouvez le voir sur inforetraite.fr. Il y a un site
officiel, je peux dire officiel pour celui-là, où là, il y a toutes vos informations et voir à peu près combien vous allez avoir pour votre retraite. Voilà. Okay. Alors, sur l'aspect société, là, ça va dépendre de la forme juridique. Si vous êtes en EURL, donc on l'a dit tout à l'heure, en EURL, on est affilié à la Sécurité sociale des indépendants. Donc là, toujours le même principe, hein, retraite de base, la validation des trimestres de retraite, retraite complémentaire, l'acquisition de points qui ont une valeur, ce qu'a expliqué Florian. Là, vu qu'on paie 45% de cotisation sur sa rémunération, il y a une grosse partie de ces cotisations-là qui partent pour les cotisations en retraite. Donc, par rapport à la micro, certes, on va cotiser un peu plus, donc ça va coûter un peu plus cher en cotisation, mais on fait l'acquisition de plus de points retraite complémentaire. Et pour vous donner quelques chiffres clés, pour valider ces trimestres de retraite, donc la partie retraite de base, il faut à peu près sur l'année se verser 7 000 € de rémunération. Donc ici, voilà, on sort de l'aspect micro, où tout un micro est basé sur le chiffre d'affaires. Quand on est sur la société, on le voyait sur le schéma précédent, je vais peut-être essayer de le repartager, la clé des cotisations sociales, la base sur laquelle vont s'appliquer les cotisations, ça sera votre rémunération. Donc, c'est plus le chiffre d'affaires, c'est vraiment la rémunération. Cette rémunération, vous avez la main pour choisir le montant. Il n'y a pas d'obligation à vous verser un minimum de rémunération. Vous n'êtes pas un salarié classique, donc le droit du travail ne s'applique pas. Là, en tant que chef d'entreprise, vous allez pouvoir faire moduler cette REM. Et donc, à minima, pour la retraite de base, en EURL, c'est 7 000 € à l'année. Si on se place en SASU, c'est à peu près pareil, mais là, on va parler en brut. C'est 7 000 € brut. Donc voilà, ça c'est pour la partie retraite de base. Et la partie retraite complémentaire, donc en EURL, ce sont des points de retraite SSI. Si on doit les comparer aux points de retraite Agir Carco que vous avez quand vous êtes en SASU, ce sont des points de retraite qui ont un moins bon rendement entre le coût du point et ce que ça vous rapporte une fois la retraite. Mais dans le mode de fonctionnement de l'EURL, en fait, on se rend compte que finalement, ça se compense parce que en EURL, quand on compare avec la SASU, la stratégie va être plutôt de maximiser sa rémunération pour baisser son résultat imposable. Hop, je vais vous partager mon fameux schéma. Et donc, en suivant cette stratégie-là, maximisation de la REM pour baisser le résultat, en fait, vous allez avoir une rémunération qui va être assez importante. Et donc, si la rémunération est importante, les cotisations pour la partie retraite seront telles que vous allez pas mal glaner de points de retraite complémentaires. Et donc, au final, vous allez gagner plus de points de retraite complémentaires que si vous étiez en SASU avec une stratégie de rémunération moindre pour maximiser les dividendes qui, eux, sont moins taxés. Hop là, ça devient un peu technique, mais hop là. Donc, on a le schéma. Donc, vous voyez, là, en EURL, l'idée, c'est de maximiser la rémunération. Donc, on baisse le résultat, on baisse l'impôt société à payer. Donc, en faisant ça, on paie beaucoup de cotisations. Donc, on glane beaucoup de points de retraite complémentaires. Et donc, même si ceux-là sont moins bien valorisés une fois que vous partez à la retraite que les points Agir Carco, mais vu que vous en avez plus, forcément, le montant de votre retraite à la fin sera même supérieur à ce que vous auriez pu avoir ici en SASU avec une stratégie de rémunération limitée à 42 000 € qui est généralement le point d'optimisation de REM en SASU. Puisqu'ici, voilà, l'idée, c'est de ne pas prendre trop de salaire vu qu'on est fortement chargé. Il y a 75% de cotises. Donc, autant garder du résultat pour payer un peu d'impôt société, mais derrière, maximiser la prise de dividendes avec un taux d'imposition fixe à 12,8 et au moins, on s'évite le paiement des 75% de cotisation qu'on a sur la rémunération. Merci Laurent. J'étais aussi en train de regarder les questions. Du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour sur ce thème-là. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Je pense que c'est bien de pouvoir avancer un petit peu pour pouvoir passer sur les autres sujets aussi. Là, j'ai sous les yeux le sujet collaboration qu'on avait abordé ensemble
on avait préparé ce talk et au final, je vois qu'il y a 3 questions qui étaient sur ces sujets. Il y a Yuna qui a demandé comment collaborer entre 2 micro-entrepreneurs. Il y a Samantha qui disait peut-on s'associer à plusieurs freelances sans passer en société? Donc ça vaut la même question. Il y a Thierry cette fois qui dit quelle meilleure forme adaptée pour travailler à plusieurs freelances ensemble. Voilà, en gros, c'est le sujet de l'association et du statut. Mais on était même allé plus loin. Ça peut être, j'aimerais bien qu'on parle rapidement aussi du recrutement de salariés, si possible, et voire de sous-traitance. Voilà, est-ce que vous aviez des petites choses à partager par rapport à ces sujets-là? Concernant la micro-entreprise, alors j'aime bien dire on peut tout faire, mais c'est pas le plus économique. Donc du coup, on peut prendre des stagiaires, on peut prendre des salariés, on peut faire la sous-traitance, on peut alors s'associer, je vais en revenir après, mais du coup, c'est pas le plus économique parce qu'en micro-entreprise, on est taxé sur le chiffre d'affaires. Et pas comme du coup sur le bénéfice ou autre. Et du coup, si vous avez un salarié à côté, si vous avez… Alors, les stagiaires, c'est une gratification, donc ce n'est pas vraiment un salaire. Donc, encore, ça passe. Mais du coup, vous ne pouvez pas le déduire, vous ne pouvez pas le prendre en charge, etc. Donc, du coup, ça ne va pas être le plus intéressant. Je prends l'exemple de la sous-traitance. Si demain, moi, je veux faire un site, je ne sais pas moi, je veux faire un site web pour un de mes clients et j'ai besoin d'une graphiste, je ne sais pas, moi, je facture 2 000 euros et dans ces 2 000 euros, il y a 500 euros de ma graphiste. Je vais devoir, du coup, donc facturer mon client 2 000 euros. Je déclare à l'URSSAF 2 000 euros. Mais derrière, je vais devoir payer la facture de 500 euros de ma graphiste et je ne vais pas pouvoir déclarer que 1 500 euros. Donc, je vais être perdant en fonction des cotisations sociales à payer. Donc, du coup, pour la micro-entreprise, ce n'est pas le plus intéressant. Après, si vous faites un gros chiffre d'affaires et que vous avez un alternant, j'en sais rien, il y a des aides de l'État aussi qui peuvent arriver, pourquoi pas essayer, mais du coup, c'est pas économiquement, ça, vous n'allez pas trop vous y retrouver. Et concernant l'association de freelance, alors, il y a une possibilité qu'on appelle le GIE, Groupement Intérêt économique. Dans la réalité, comment ça se passe, je pense que c'est plus compliqué qu'autre chose. Mais le problème avec les freelances qui s'associent, s'il n'y a pas un cadre comme le GIE ou autre, ça peut être requalifié comme une société de fait. Dès que vous êtes en micro-entreprise, vous commencez à faire de l'association avec un autre freelance, etc., et que ce n'est pas structuré, il n'y a pas de truc, l'administration peut arriver en disant attendez, non, là, vous avez les mêmes clients, vous faites les mêmes choses, ou alors vous êtes associés, quoi. Donc, ils peuvent considérer comme une société de fait. Et là, du coup, petit redressement. Bref, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Donc, du coup, l'association entre freelance doit être soit très, très bien encadrée et là, vous faire accompagner pour ça, soit, du coup, non, vous êtes solo ou pas économique. Et donc, sur l'aspect société, forcément, on va pouvoir faire tout ce que la micro-entreprise ne permet pas de faire, à savoir avoir des salariés. Enfin, ça, on peut l'avoir en micro, ce que disait Florian, mais là, on va pouvoir déduire les coûts du salarié de son chiffre d'affaires. Donc, on n'aura pas à payer de l'impôt là-dessus. Pareil, si on a de la sous-traitance passe dans les charges. Donc, si on reprend mon schéma de tout à l'heure, si ça passe dans les charges, ça baisse le résultat imposable. Donc, on aura moins d'impôts à payer à la fin. Et sur l'aspect association, donc avoir plusieurs associés autour de soi, forcément, en société, c'est un des avantages, c'est qu'on va pouvoir faire entrer des associés avec soi dans le capital. Alors ça implique derrière que s'il y a redistribution des dividendes, forcément, les dividendes vont être répartis en fonction de la part de chaque associé dans la structure. Mais voilà, juridiquement, ça offre un cadre plus clair et aussi plus de flexibilité. On peut faire rentrer des associés tout au long de la vie de la société. Voilà, on n'est pas figé. Un associé peut arriver, repartir 2 ans après, revendre ses parts. Voilà, il y a beaucoup plus de flexibilité sur l'aspect juridique. Hop, je reviens. Est-ce que vous m'entendez? Je reviens dans la partie, j'étais en train d'écrire un petit message sur le chat. Du coup, j'ai l'impression qu'on a quand même fait le tour de toutes ces questions sur la partie
association salariat sous-traitance. Merci à vous deux. Alors, que je reprenne mes petites notes. On avait aussi un sujet qu'on voulait aborder sur la stabilité, sur les obligations administratives. Donc, quelles sont les obligations administratives de chaque statut, déclaration de CA, comptabilité, etc. C'est pas forcément évident pour quand on fait pas partie et qu'on doit pas les faire régulièrement. Et voilà, et on avait parlé aussi qu'on aborderait les différences de coûts de création et de fermeture selon les statuts. Voilà, essayer de voir un petit peu la comparaison entre les statuts sur ces sujets-là. Oui, les obligations administratives. Mais là, je vais pouvoir redorer un peu le blason de la micro-entreprise parce que quand on faisait le point sur les trucs, je me dis, mais est-ce que c'est bien la micro-entreprise que là, tout ce que peuvent faire les sociétés et pas les micros? Du coup, je vais essayer de redorer le blason. L'avantage de la micro-entreprise, c'est surtout la légèreté de la comptabilité. C'est-à-dire que, et le côté aussi aspect des cotisations sociales, c'est-à-dire que si vous ne faites pas de cotisation sociale, enfin de chiffre d'affaires, pardon, vous n'avez pas de cotisation à payer. Alors que pour les autres statuts, vous avez un forfait social à payer, normalement dès le départ en fonction des statuts. Mais la micro-entreprise, vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous n'avez pas de cotisation. Bon, pas de cotisation, pas de retraite. Hein. Mais ça, c'est l'avantage le gros avantage de la micro-entreprise. Et après, le fait qu'il n'y a pas de bilan à déposer, pas d'obligation d'avoir un comptable, même si vous passez en TVA, vous avez juste un livre de recettes à tenir qui doit récapituler les encaissements, la date, etc. Bon, votre facturation à faire, enregistrer les achats pour les activités d'achat-vente de marchandises. Donc voilà, et le coût de la création de la micro-entreprise, et ça, je vais faire un gros pointage parce que les CCI, les CMA, elles font un peu ce qu'elles veulent. Mais du coup, la création de la micro-entreprise est gratuite, sauf pour les activités, par exemple, agent commercial, il y a inscription au RSAC, c'est, je ne sais plus, c'est 2 €, 5 €, je ne sais plus ou peut-être plus, mais c'est un petit nombre. Et certaines activités commerciales où on demande un document qui est payant, on va aller savoir pourquoi. Mais sinon, l'immatriculation d'une micro-entreprise est gratuite. Donc ça, c'est l'avantage, même la fermeture. Demain, vous voulez fermer votre micro-entreprise, réouvrir une autre dans 3 jours, conseiller, je ne sais pas, en élevage de brebis, j'en sais rien. Vous pourrez le faire gratuitement. Ça, c'est le gros avantage. Oui, en effet. Et donc forcément, en société, on est sur des formats un peu plus lourds dans la gestion. On l'a vu, on peut avoir un peu plus de levier d'optimisation, mais voilà, ça nécessite un suivi administratif plus poussé. Alors, dans les obligations que vous avez, alors en soi, on n'est pas obligé d'avoir un expert comptable. On peut faire sa comptabilité seul. Mais ça prend quand même pas mal de temps et d'énergie. Donc, moi, je le conseille, même si bon, je suis dans la position du cabinet d'expert comptable, donc je n'allais pas dire autre chose, mais je conseille quand même d'être accompagné sur son expertise comptable. Et donc, dans les obligations que vous avez en société, vous avez un bilan annuel où vous devez déclarer un résultat à l'administration fiscale. En fonction du résultat, si ce résultat est positif, si vous avez un bénéfice, ça déclenche le paiement d'impôt société. Donc là, dans les obligations, il y a cette déclaration-là. Puis, en fonction, là, on va rentrer loin dans le détail. Je vais essayer de synthétiser, mais en fonction du montant d'impôt à payer, d'impôt société, vous avez potentiellement l'année suivante un paiement d'impôt société sous forme d'acompte qui va se déclencher. Donc, il y aura ces déclarations-là à faire. Ensuite, bon, là, ça change pas trop comparativement à la micro sur l'aspect TVA. Donc, c'est vrai que de droit, en micro, vous êtes en franchise, donc pas de déclaration à faire. En société, on peut également demander à être en franchise de TVA, mais dans les faits, si vous êtes sur une activité de prestation de services en B2B, si vous travaillez avec d'autres professionnels qui sont également soumis à TVA, il n'y a pas forcément d'enjeu à être en franchise. Donc, autant être en TVA, faire des déclarations pour pouvoir récupérer la TVA qu'on va payer sur ces différents achats liés au développement de votre activité. Et donc, voilà, là-dessus, sur les déclarations, mais il y a plusieurs régimes qui existent. Ça va être soit une déclaration simplifiée avec une déclaration par semestre d'acompte et une déclaration annuelle pour régulariser ce qui n'aurait pas été payé sur les acomptes semestriels, ou alors une déclaration par mois de TVA.
Bon, dans la mesure où vous êtes accompagné par un expert comptable, nous, on préfère, on conseille la TVA mensuelle, parce que ça vous permet de gérer votre trésorerie plus facilement. Puisque si on se replace dans le cas de la TVA, quand vous encaissez de l'argent d'un client, mettons 12 000 euros, sur les 12 000 euros, il y en a 10 000 euros hors taxes pour vous, 2 000 euros pour l'administration fiscale. Donc, si vous ne faites pas gaffe dans la gestion de l'argent qui arrive sur le compte professionnel et que vous utilisez les 2 000 euros qui sont en fait de la TVA pour payer je ne sais pas quoi ou pour vous verser ça en salaire, eh bien, au moment de payer la TVA, dans 6 mois, vous pouvez vous retrouver en difficulté sur l'aspect trésorerie, voilà, sur l'argent que vous avez dans vos comptes. Donc, si on fait ça mensuellement, au moins, là, il n'y a pas de sujet. Ce que j'ai collecté sur le mois de novembre, je le déclare au mois de décembre. Tout ça est très linéaire. Et voilà, dans la gestion, ça simplifie pas mal. Donc, voilà pour les obligations fiscales, donc TVA, bilan. On a aussi la CFE, mais qu'on a également en micro-entreprise. Je crois qu'il y aura des questions dessus peut-être d'ici l'affaire. Et après, sur l'aspect social, là, deux choses en fonction des formes juridiques, puisqu'on a vu qu'en EURL, on était sur la sécurité sociale des indépendants et qu'en SASU, SAS, on était assimilés salariés. Donc, en EURL, on a une déclaration à faire de revenus qui se fait en fait via sa déclaration d'impôt sur le revenu. Donc, vous avez voilà un formulaire supplémentaire, donc tout se fait en ligne maintenant, mais voilà une catégorie supplémentaire à renseigner quand vous faites votre déclaration d'impôt sur le revenu pour déclarer votre rémunération de gérant majoritaire et les possibles contrats Madeleine qui sont également à déclarer là-dessus. Et si vous êtes en SASU, là, vous avez à déclarer sur fiche de paye tous les mois le salaire que la société vous verse. Donc, ma société m'a versé un salaire au mois de novembre. Je dois faire une fiche de paye et payer les cotisations liées au salaire de novembre au 15 décembre. Donc, là aussi, c'est un peu comme pour la TVA mensuelle. C'est très linéaire. Tous les mois, on va déclarer sur fiche de paye sa rémunération. Voilà pour les obligations. Très bien. Alors, j'étais en train de regarder encore une fois les questions qui fusent depuis le début. Merci d'ailleurs Florian de répondre au fur et à mesure sur les sujets micro. Bon, comme je vous ai dit, Laurent, si vous avez, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont très particulières, donc c'est difficile de prendre le cas de tout le monde, mais dans le cas de Laurent et de l'activité de Number, si, comme je vous ai mis dans le chat, vous avez la possibilité il y a deux possibilités, soit de prendre rendez-vous, c'est un rendez-vous gratuit pour pouvoir poser vos questions, et je pense que ça n'engage à rien, tu me confirmeras, Laurent. Exactement. Et sinon, pour les personnes qui font partie de la communauté de Crème de la Crème, tous les mois, je partage des webinars qui sont faits par Number, qui sont peut-être pas toi, Laurent, mais en tout cas qui sont des personnes de chez Number qui les animent, qui vont vraiment prendre tous ces sujets qu'on a. Là, on a fait quelque chose d'un peu généraliste, mais tous ces sujets particuliers sont abordés dans des webinars. Je crois qu'il y en a un qui est de 1 heure sur les charges, où je sais qu'il y avait pas mal de questions sur le passage de la franchise de TVA. Je crois que vous en avez un aussi, que je vois passer régulièrement. Donc souvent, c'est les mêmes sujets qui reviennent. Donc pareil, soit vous pouvez regarder sur la communauté de Crème dans la partie événements, où vous avez souvent des liens qui reviennent. Soit j'imagine, Laurent, peut-être que vous avez peut-être un lien vers les différents webinars de Number que vous avez tout au long de l'année où les équipes de Number pourront répondre à des questions, vraiment, parce que vu que là, il y a beaucoup de questions qui sont très précises, c'est difficile de pouvoir répondre à tout le monde et ça m'embête un petit peu de ne pas pouvoir répondre à tout le monde, donc peut-être que… Ouais, sur webinar, hop, là, je suis en train de partager le lien. Et dernière chose, alors il y avait un dernier sujet, on est un peu en retard, mais pas trop. Peut-être qu'on peut quand même l'aborder vite fait, mais je crois qu'on a quand même pas mal parlé tout au long de… vous me direz si vous pensez que vous avez des choses encore à dire dessus. C'est toute la partie imposition fiscale. On avait parlé de est-ce que certains statuts sont plus faciles ou plus intéressants que d'autres fiscalement. On avait parlé d'abattement forfaitaire, de versement libératoire. Et voilà, il y avait même des questions un peu plus précises qui étaient passées dans le chat, comme quelles sont les différences entre une SARL, EURL et une SAS.
en termes d'impôts, salaires, etc. Voilà, je crois bien avoir entendu parler un petit peu de ces sujets-là, mais est-ce que vous avez quelque chose, peut-être une petite synthèse à faire par rapport à ça? Alors, je commence, ou tu veux y aller, Oh, Florian? vas-y. J'y vais. Ouais, alors moi, je pense que ces notions-là, j'ai pu les développer sur les réponses précédentes, mais voilà, si on doit différencier URL et SASU, en gros, à retenir sur l'aspect juridique, c'est la même chose, on est en responsabilité limitée, donc les biens personnels sont vraiment protégés en cas de dette vis-à-vis de tiers. Ensuite, sur l'aspect fiscal, on a la même fiscalité entre le URL ou la SASU, à savoir l'impôt sur le revenu qui va s'appliquer sur la rémunération que la société va nous verser, avec l'abattement de 10%. Donc, c'est la même fiscalité qu'un salaire et traitement que vous aviez pu peut-être avoir en tant que salarié avant. Sur les dividendes, on a ce qu'on appelle la flat tax. Donc, c'est un taux d'imposition fixe à 12,8%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si à côté de ça, j'ai d'autres revenus qui font que je suis imposé sur une tranche marginale d'imposition à 41%, ben, sur mes dividendes, je suis limité à 12,8. Donc, ça peut être ultra avantageux. Après, si on veut aller un peu plus dans le détail sur les dividendes, et ça, c'est le cas d'ailleurs dans les deux formes, hein, EURL ou SASU, on a la possibilité de sortir de ce taux fixe et d'avoir le taux du barème progressif de l'impôt sur revenu. Donc, ce taux-là va prendre en compte les différents revenus du foyer fiscal et ce taux va s'appliquer sur 60% des dividendes. Donc, dans certaines situations, ça peut être intéressant voilà, en fonction de son taux d'imposition. Et puis, on aura également l'impôt société qui s'appliquera sur le résultat. Donc, voilà, encore une fois, l'imposition est la même en EURL ou en SASU. Ce qui va jouer, ce qui va faire la diff, ça va être l'aspect social. En EURL et SARL, je suis à la sécurité sociale des indépendants, ce qui fait que j'ai une moins bonne couverture sociale sur la partie retraite, mais du coup, j'ai moins de cotisations sociales à payer aussi. Il y a une espèce de logique là-dedans, puisque en EURL, c'est 45% de cotisations à payer sur la rémunération et sur les dividendes. Mais bon, vu qu'on doit payer sur les dividendes, généralement, on ne les prend pas en EURL, on maximise la rémunération pour avoir un résultat à zéro et ne pas avoir payé d'impôt société. Alors, si je me place en SASU maintenant, je suis assimilé salarié, je cotise à la GER-Carco, donc j'ai une protection sociale pratiquement équivalente à celle d'un salarié cadre, mais ça a un coût, 75% du salaire net avant impôt que la société va me verser. Donc voilà, il est là l'enjeu en fait. Si vous voulez faire le choix entre l'URL ou la SASU, c'est là que ça se passe. Après, pour rentrer dans les détails, ce qui va possiblement aussi vous orienter, ça va être sur le niveau de couverture sociale. En fait, en EURL, pour augmenter la protection de base que vous offre la sécurité sociale des indépendants sur l'aspect prévoyance, donc sur l'aspect notamment remboursement de frais de santé en cas d'arrêt de travail, vous devez contractualiser auprès d'assureurs privés et prendre des contrats Madelin. Ces contrats Madelin sur la prévoyance se font sur questionnaire de santé. Donc, si vous avez des antécédents de santé lourds, l'assureur soit va vous faire payer très cher, soit carrément il ne va pas accepter de vous couvrir. Ce qui peut avoir des conséquences assez dramatiques. Alors qu'en SASU, vous pouvez mettre en place des contrats complémentaires et là, il n'y a pas de questionnaire de santé. Donc, voilà, pour des profils comme ceux-là, ça peut être plus intéressant d'être en SASU. Certes, vous payez un peu plus de cotisations, mais au moins, vous serez très bien couvert, mieux couvert qu'en EURL. Ok, merci Laurent. Et Florian, comment ça se passe en termes d'imposition du coup en micro? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Eh bien, pour l'imposition, il y a deux types d'imposition. Soit l'imposition classique, comme j'avais expliqué en début de webinaire, donc du coup, on a un chiffre d'affaires. Les impôts vont appliquer un abattement en fonction de la catégorie d'activité. Et après, ça va se mettre dans le barème à tranche de l'impôt, c'est-à-dire que la première tranche est à… alors, je le prends souvent comme une commode avec plusieurs tiroirs. Dans le premier tiroir, tu as taxé à 0% jusqu'à 10 000 € de revenus. Donc, je vais prendre un exemple. Je fais de la prestation de service BIC. Je dis bien BIC, activité artisanale ou prestation de service commerciale. Je fais 20 000 € de chiffre d'affaires. J'enlève 50%. Ça fait 10 000 € de revenus. Et bien, ces 10 000 € de revenus vont arriver dans le premier barème. Et là, je ne vais pas avoir de cotisation d'impôt à payer.
Je prends l'exemple uniquement si vous avez que la micro-entreprise. Attention, parce que si vous avez d'autres revenus dans le foyer, si vous êtes salarié, intérimaire, peu importe, ça va quand même remplir ce barème. Donc, en fonction de vos revenus, ça va remplir ce barème et après, vous allez être imposé en fonction de l'imposition classique de l'IR. Vous avez une option qui est le versement libératoire. Attention, pas le prélèvement libératoire. On appelle ça le versement forfaitaire libératoire qui vous permet en fait de payer votre impôt en même temps que les cotisations sociales, c'est-à-dire auprès de l'URSSAF. Donc, le montant, c'est 1 ou 1,7 ou 2,2% de votre chiffre d'affaires en plus, donc des 22% ou des 12,8%. Et en gros, vous payez vos cotisations, votre impôt directement auprès de l'URSSAF. Et comme ça, vous payez votre impôt. Attention, parce que cette option, il y a une condition, il faut que votre revenu fiscal de référence de l'année N-2, donc ça veut dire votre avis d'imposition que vous avez reçu cette année-là, qui dépend de vos revenus 2020. Il faut vérifier le revenu fiscal de référence et voir si vous pouvez continuer à bénéficier de cette option ou pouvoir la demander pour 2022. Donc, il y a quand même des conditions pour ce versement libératoire de l'impôt. Et une autre chose quand même qui est très importante, ce n'est pas parce que vous avez le versement libératoire de l'impôt que vous allez aussi, dans votre foyer fiscal, payer moins d'impôts. Parce que vos revenus micro-entrepreneurs vont quand même s'ajouter dans le barème à tranche. Ils ne vont pas être imposés une seconde fois, mais ils risquent de faire augmenter votre taux d'imposition moyen qui va s'appliquer aux autres revenus. Donc, du coup, vous avez ces deux options, l'imposition classique, donc sans l'option, ou le versement libératoire. Et pour ça, il n'y a pas de… il y a un simulateur sur les impôts comme si vous faites votre déclaration d'impôt. Mais si vous voulez évaluer ce qui est le mieux pour vous entre le versement libératoire ou l'imposition classique, seuls sont compétents les experts comptables, donc coucou number, pour pouvoir vous faire des simulations. Parce que ça, on appelle ça de l'optimisation fiscale, des simulations fiscales, et ça, il n'y a que les experts comptables. Donc, René ou votre collègue, votre voisin qui veut vous aider à choisir la bonne option, non, il n'a pas le droit. Ça, c'est directement auprès des experts comptables. Merci pour la pub, Florian. Voilà. On appelle une passe décisive. La passe des Thibaut, et on est sur la même longueur d'onde. Voilà. Ouais, excuse-moi, je vois une question qui est ultra intéressante de Boris qui dit: est-ce que le versement libératoire se désactive? Alors, je vais ressortir le même discours qu'on disait pour les dépassements de plafond. Il ne se désactive pas automatiquement. Donc, c'est-à-dire que si au cours d'une année, normalement, vous n'avez plus le droit d'en bénéficier et que vous en bénéficiez encore, vous risquez de devoir donner de l'argent aux impôts. Et c'est pareil, vous devez vérifier chaque année que vous pouvez encore en bénéficier. Donc ça, il faut faire très attention parce que du coup, ça peut avoir des rattrapages sur votre impôt. Après, il y a des moyens de le rattraper, mais vous pouvez avoir des rattrapages au niveau de votre impôt. Donc, il faut vérifier ça aussi. Merci pour cette précision. Merci Boris pour la question. Voilà, je pense qu'on a bien dépassé de 10 minutes l'horaire, un grand classique. Est-ce que vous avez peut-être vu une question passer auquel on n'a pas répondu parce que c'était hors scope ou quelque chose que vous avez envie d'ajouter par rapport à tout ça j'ai vu passer dans le chat des échanges sur le portage salarial. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de portage. Ouais. On a fait un focus sur les entreprises. Pour les formes juridiques où vous facturez en direct. Après, le portage, c'est un schéma différent. En fait, vous êtes salarié de la boîte de portage. Donc, vous avez la couverture sociale d'un salarié classique. Mais du coup, ça vous coûte plus cher en cotisation sociale qu'en micro-entreprise ou même qu'en société. Et puis, surtout, vous ajoutez un intermédiaire dans la boucle qui prend sa commission. Donc, voilà, financièrement, à voir. Ça peut vous faire gagner une certaine tranquillité, même si, en micro, normalement, il y a quelques subtilités, mais en lisant les articles de Florian et en se renseignant bien, c'est faisable de s'en sortir. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le portage, mais… Non, mais c'est tout à fait ça. Et Thibaut le dit très bien. Ouais, c'est un peu la roue de secours. Le portage salarial, c'est si vraiment en fin d'année, vous voulez rester en micro pour l'année suivante et que vous avez vu que c'était toujours la forme idéale pour vous et que ça fait 2 ans, ça fait au moins 1 an que vous avez dépassé les plafonds et que vous ne voulez surtout pas sortir la micro,
ouais, ça peut être vraiment le truc que tu as de côté, un peu dans la poussière, en te disant, bon, je vais le faire parce que je ne peux pas faire autrement. Et que si vous voulez rester après en micro, et que vous n'avez pas forcément de grosses charges. Mais comme tu l'as dit, il y a beaucoup les boîtes, surtout de portage salarial, font vraiment leur pub en disant c'est trop bien, génial. Alors oui, vous êtes considéré comme salarié. Oui, vous pouvez facturer comme si vous étiez indépendant. Mais derrière, il y a une énorme commission qui est prise derrière, enfin des taxes aussi. Donc voilà, c'est vraiment un peu la roue de secours, hein. Très bien. Voilà, je pense qu'on va pouvoir pas tarder à conclure. J'aime bien poser quand même deux petites questions avant de terminer, notamment les grands classiques. Florian, je sais que là en ce moment tu fais pas mal de contenu sur LinkedIn. Je sais pas, est-ce qu'il y a des endroits où on peut vous suivre, suivre votre actualité, voir un petit peu, est-ce que si jamais je sais pas si vous faites des endroits où suivre du contenu, soit le contenu de Number, soit le contenu de la micro by Flow. Ouais. Alors de mon côté, alors là je suis en plein boom LinkedIn. Donc ouais, si les gens veulent, tous les micro-entrepreneurs, si vous voulez avoir des conseils, astuces sur la micro-entreprise, je publie au moins une fois par jour avec vraiment des publications très synthétiques et avec de l'humour sur les choses à faire, surtout en fin d'année, les choses à savoir sur la micro, les choses qu'on ne vous dit pas, surtout sur la micro, des choses à payer, des choses aussi que vous pouvez récupérer et beaucoup d'actualités. Donc, je vais peut-être mettre le lien du Ouais, profil. de toute façon, Mais ouais, n'hésitez pas. je vous conseille à tous, là il y a eu plein de liens super intéressants qui ont été partagés dans le chat avant de quitter la fenêtre. Faites un tour dans le chat, récupérez les liens qui vous intéressent, parce que après ça risque d'être perdu. Alors peut-être que moi je peux en retrouver quelques-uns, mais je ne sais pas si vous aurez accès. Donc je vous conseille avant de quitter d'aller fouiller sur tous ces liens. Laurent, est-ce que il y a quelqu'un quelque part, soit où on peut te suivre toi, ou sur les actualités de Number? Je ne sais pas si tu fais trop de contenu toi. Donc, Moi, je devrais en faire plus, mais sinon sur Number, on poste toutes nos actus. Donc notamment une fois par semaine, vous avez l'agenda de nos différents webinars qui peut être intéressant. Sinon, je vous ai partagé dans le chat, je vais le remettre, le lien vers notre page internet, là aussi où on référence les différents webinars à suivre sur le mois en cours. Hop là. Et puis, dans tous les cas, vous pouvez demander des informations, susciter un rendez-vous. Alors, essayez de le faire via Clément, via Crème, parce que vous avez ainsi droit à une offre privilégiée si derrière on vous accompagne. Mais voilà, vous pouvez nous contacter si vous êtes dans une situation où micro, vous dépassez les seuils, vous devez basculer sur un format société. On peut faire ce rendez-vous conseil gratuit que Clément vous a mis en avant tout à l'heure sur le chat. Ou si vous recherchez un expert comptable, vous avez déjà votre société et vous voulez voir notre modèle de fonctionnement et en savoir un peu plus sur notre offre d'accompagnement. Là aussi, vous pouvez nous solliciter sur un rendez-vous. Et donc, la sollicitation peut se faire via le lien que Clément vous a partagé ou directement depuis notre site. Vous avez accès à des liens Calendly. Par contre, dites bien que vous venez de la part de Crème, si c'est le cas, pour avoir accès à l'offre partenaire.